Ils sont nos héros modernes. Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk. Ces grands entrepreneurs de la Silicon Valley font l'objet d'innombrables articles, biographies, biopics et documentaires. He was one of the most creative and daring CEOs. He was a brilliant visionary, a global icon who shaped the worlds of technology and media. Anthony Galuso est maître de conférences en sciences de gestion et dans son dernier livre, il aborde ces célébrités entrepreneuriales sous le prisme du mythe. Le mythe du rebelle innovant, visionnaire et disruptif qui aurait changé le monde. His goal is to make humanity a multi-planet species. Ces récits de génie partis de rien et prenant tous les risques sont intéressants à décortiquer parce qu'ils irriguent le grand roman de notre économie. Ils dessinent l'idéal à atteindre aux États-Unis bien sûr, mais pas seulement. I want France to be a startup nation. Comment s'est forgé cet imaginaire? Les entrepreneurs sont-ils réellement ceux qui portent les risques et produisent les innovations? D'où vient le mythe de l'entrepreneur? Dans toute mythologie, il y a des éléments récurrents, des passages obligés. Dans celui de l'entrepreneur, il y a toujours l'idée que tout a commencé dans un petit coin de la sphère domestique, hors d'une entreprise déjà établie. Dans le dortoir de Mark Zuckerberg, back at Harvard, I am outside of my old dorm room, and this is where I programmed Facebook. Ou dans le garage de Steve Jobs. Steve's been doing the impossible ever since he was in a garage. Ces moments dans le garage ont existé, ce ne sont pas des pures inventions, mais quand on examine de près l'histoire d'Apple, on se rend compte que cette scène a été montée en épingle dans les médias pour les nécessités du mythe, et qu'il y a eu d'autres lieux moins romanesques qui étaient tout aussi importants. Alors bien sûr, Steve Jobs n'est pas le seul entrepreneur mythique, mais il est sans doute l'un de ceux qui représentent le mieux la quintessence de la mythologie entrepreneuriale propre au monde de la tech. Dans la littérature entrepreneuriale, on présente souvent l'entrepreneur comme un génie. Qu'est-ce que c'est qu'un génie? C'est un phénomène inexpliqué, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui va produire sans être lui-même le produit de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Donc, on est vraiment sur un discours qui est parfaitement antidéterministe, antimatérialiste, antisociologique. Il ne faut pas chercher à comprendre. Or, on peut faire la sociologie des entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui composent le panthéon entrepreneurial américain. Si on reprend le cas de Steve Jobs, effectivement, il y avait ce journaliste, Malcolm Gladwell, il avait remarqué que beaucoup des grands entrepreneurs de la micro-informatique étaient nés entre 53 et 56, effectivement, parce qu'il fallait avoir à peu près 20 ans en 75. Au moment où vous avez le premier micro-ordinateur à monter en kit, l'Altaïr, qui sort en 1975, c'est à ce moment-là que la fenêtre technologique s'ouvre, et c'est à ce moment-là où il faut rentrer dans l'industrie, et c'est à ce moment-là qu'en fait les premières startups peuvent se monter et être dans la phase ascendante de l'ouverture du marché, c'est-à-dire voilà, la phase pionnière, où les premières entreprises vont occuper cette niche, une niche qui deviendra ensuite une industrie gigantesque. Il ne s'agit pas de nier le talent, l'intelligence, l'intuition ou la persévérance de Steve Jobs et les autres, mais de donner à voir tout ce qui a rendu possible le déploiement de ces qualités. D'ailleurs, c'était tout l'enjeu de l'épisode avec Chantal Jacquet sur les transclasses. Et je ne dirais pas « quand on veut, on peut », je dirais plutôt « quand on peut, on veut ». Le mythe centré sur le génie inexpliqué du self-made man passe sous silence tous les facteurs qui ont permis son succès et tous les autres acteurs qui ont participé au développement de l'entreprise, comme par exemple l'État. L'économiste américaine Mariana Mazzucato montre que si des entreprises comme Facebook, Apple et Google sont apparues aux États-Unis, c'est précisément parce que l'État américain est un entrepreneur et un investisseur extrêmement actif. If you actually take apart the iPhone, basically every little bit of it was actually funded by the state, okay? So the state has not just, if you want, funded the schools that have created, that have actually funded the workers who have done the research behind the iPhone. It actually funded directly the internet, GPS, the touchscreen display, the communication technology behind it. It also funded directly through sort of public venture capital schemes like the Small Business Innovation Research Scheme in the US, some of the most innovative companies. So Compaq, Intel, Apple received their early stage finance from the state, not from private venture capital. In fact, private venture capital, I will try to convince you later, is much less risk-taking than we're often told. So, for example, it tends to enter sort of 20 years after the state tends to fund the most uncertain and risky part of the knowledge base, on top of which it then surfs.
Ces travaux permettent de nuancer l'idée selon laquelle ce seraient les entrepreneurs privés qui assumeraient tous les risques financiers. Mais Anthony Galuso émet aussi une autre critique sur la notion même de prise de risque. Derrière le terme d'entrepreneur, on a tout un ensemble de symboles et tout un ensemble de connotations. Mais quand on essaie de définir le terme bien précisément, on peut se retrouver face à certaines difficultés, puisqu'il y a deux grandes façons, soit effectivement la prise de risque, soit l'innovation. Et là, on est face à des problèmes de nature philosophique, c'est-à-dire que la prise de risque, est-ce qu'un ouvrier, même dans les pays capitalistes avancés, qui va risquer ses doigts, qui va risquer ses mains, qui va risquer son dos, voilà, la notion de risque, comparer ce type d'individu avec un individu qui va risquer des capitaux qui ne sont pas les siens, qu'il aura levés. Bon, c'est problématique. Et ensuite, l'innovation. Comment concevoir l'innovation ? En fait, quand on analyse la façon dont ça se passe, dans toute sa complexité, en fait, quel est le processus d'innovation industrielle, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble de parties prenantes, de managers, d'ingénieurs, qui, en fait, sont dispersés à la fois dans le temps et dans l'espace, dans un écosystème, disséminés à travers toute une chaîne de sous-traitants, de fournisseurs, etc. Et dans le temps aussi, puisqu'on a une chaîne d'innovation et d'invention qui se perpétue comme ça au fil des décennies. En fait, on se rend compte que ce processus d'innovation est fondamentalement collectif. L'entrepreneur innovant qui porterait le risque et révolutionnerait le monde à lui tout seul est donc une construction mythique, mais la question est alors de savoir d'où vient ce mythe, quand est-ce qu'il a été créé et à quoi il sert. Les premières célébrités entrepreneuriales émergent à la fin du 19e siècle pour des raisons technologiques, matérielles, c'est-à-dire que fin 19e siècle, on a des médias de masse qui émergent, une presse de masse, et donc là, on voit émerger le théâtre des célébrités. On va pouvoir connaître et fréquenter à distance, à travers les articles, des artistes de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi des chefs d'État, mais aussi des entrepreneurs. Thomas Edison, Carnegie, Rockefeller, ce sont les premières célébrités entrepreneuriales américaines qui ont une portée mondiale, dont on parle dans la presse d'Europe de l'Ouest, par exemple. On a en fait une économie qui est en totale mutation. On est passé d'un peuple de petits propriétaires indépendants, de petits fermiers, artisans, commerçants, et là on est sur la métaphore de la main invisible du marché, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le marché américain à l'époque ? C'est une myriade de petits producteurs indépendants, comme ça, qui animent un marché anonyme. Et on passe de cette main invisible du marché à ce que Chandler a appelé la main visible des managers, c'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises consolidées qui émergent, dernière moitié du 19e siècle, qui vont contrôler toutes les chaînes de production, qui vont régimenter des armées de travailleurs et qui vont avoir une puissance, un pouvoir inédit sur la production, sur la vie, en fait. Ce n'est plus cette petite Amérique de petits propriétaires, mais cette Amérique d'industrie, de trust, de personnages surpuissants. Ces personnages surpuissants, ils vont devoir légitimer leur existence et leur nouveau pouvoir. Et cette nouvelle élite, elle va pouvoir saisir justement l'opportunité que lui offre la presse de masse. On va pouvoir s'emparer de cette presse de masse pour faire du storytelling. Dans ce storytelling, tous les grands hommes de l'histoire, qu'ils soient entrepreneurs ou autre chose d'ailleurs, militaires ou artistes, tous partageraient une certaine éthique de caractère. C'est une idée qui est issue de la tradition protestante américaine, qui est très présente dans les premiers discours de justification des célébrités entrepreneuriales elles-mêmes. C'est l'idée que si j'ai réussi, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'autodiscipline, j'étais dans l'ascèse, j'étais dans le travail, et c'est le fait de cultiver un caractère, une force de caractère qui me permet d'être plus performant que les autres sur le marché, de triompher sur le marché et d'être dans réussite économique. C'est aussi Carnegie et Rockefeller qui parlent de l'école de la pauvreté. Parce que c'est des récits de self-made man, en fait, qui parlent encore une fois de leurs origines très modestes et comment ils ont réussi à grimper. Oui, c'était une idée très répandue à l'époque. C'est-à-dire que je cite dans le livre des propos de Rockefeller et Carnegie qui disent « mais naître dans la pauvreté, c'est vraiment un don, c'est une chance, parce qu'en fait, on a la rage de vaincre, on est forgé par l'existence, par les épreuves, et on se construit le caractère nécessaire pour être un grand entrepreneur. » Et alors, il y avait cette idée qu'effectivement, en fait, la lutte concurrentielle, le capitalisme industriel consolidé, comme ça, permet de récompenser ceux qui mettent le plus d'ardeur à la tâche. Les fils de parents riches ne font pas le poids lorsqu'ils entrent en compétition avec les gaillards qui viennent de la campagne avec toute leur détermination à faire leur place dans le monde. Encore une fois, il n'est pas faux de dire que Carnegie et Rockefeller avaient des origines modestes, mais ce qu'analyse Anthony Galuso, c'est la manière dont leur mythification passe sous silence tous les facteurs extérieurs qui ont joué dans leur ascension et ne met en avant que leur force de caractère. Et ce qui est marrant à voir, c'est que cette rhétorique-là est encore très présente aujourd'hui, par exemple chez des entrepreneurs comme le jeune Suisse Yomi Denzel, qui cumule des millions de vues sur sa chaîne YouTube.
Un des meilleurs trucs qui a pu m'arriver, c'est de naître pauvre. Tu vois. Je ne pourrais pas avoir la fierté que j'ai aujourd'hui si j'étais né dans une famille aisée. La société est injuste, mais il y a quand même une part de justice. Je pense que tu vois, les choses sont en ton contrôle et j'ai envie de voir la vie de cette manière. Et je pense que les personnes qui sont vraiment déterminées, même si elles commencent dans des situations difficiles, de par des efforts, elles peuvent arriver dans de meilleures situations. Donc j'ai pas de haine envers le système. Les grandes célébrités entrepreneuriales apparaissent donc à la fin du 19e siècle et on en a à nouveau aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on en trouve moins entre les années 30 et les années 70. Qu'est-ce qui se passe entre les années 30 et 70 ? On a finalement peu d'entrepreneurs qui ont été comme ça canonisés et qui sont restés dans l'histoire. Alors non pas que l'économie américaine était morose à l'époque, au contraire, elle était très puissante. Il y a une énorme montée en puissance de l'économie américaine, notamment à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Mais simplement, on était dans une parenthèse socialisante. C'est-à-dire que là, de l'arrivée de Roosevelt au pouvoir, jusque le tournant néolibéral, effectivement, c'est bien démontré dans les travaux de Sayles et Piketty, notamment. On a une politique fiscale qui est différente, qui est beaucoup plus redistributrice, donc on a moins d'ultra-riches. Et en fait, on a des discours et des représentations de l'économie qui sont différentes. Ce qui arrive dans les années 70-80, on a effectivement ce qu'on a appelé le tournant néolibéral avec Reagan, et on a en fait un moment de crise identitaire qui s'exprime bien à travers la presse, c'est-à-dire voilà, on est concurrencé par les Allemands, par les Japonais, notamment au niveau de l'automobile. Il faut qu'on trouve l'énergie en soi dans notre constitution nationale pour renaître. Et en fait, effectivement, avec toute l'influence des néolibéraux, on va avoir mobilisé dans la rhétorique, dans les nouvelles façons de s'exprimer. Alors on trouve ça aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, mais aussi dans la France mitterrandienne. C'est-à-dire la revalorisation de l'énergétique et individuel entrepreneur qui en fait réinvente les capacités industrielles nationales et qu'on va dans les rhétoriques, dans les prises de parole publiques des responsables, qu'on va valoriser en expliquant que c'est quelqu'un qui se prend en charge, qui n'est pas un assisté, qui en fait est un créateur. Et c'est de cet individu que la nation va tirer son énergie. Cette idée de la nation tirant son énergie de quelques êtres supérieurs qui font avancer l'humanité, c'est quelque chose qui est incarné dans les best-sellers de la philosophe et écrivaine américaine Ayn Rand. Have you read her? Rand. Atlas Shrugged. That's the one. Alors Ayn Rand est relativement peu connue en France, mais ses livres sont parmi les plus vendus aux États-Unis. Elle est l'écrivaine préférée de Donald Trump et Angelina Jolie. Sa philosophie, qu'elle nomme objectiviste, défend le principe de l'égoïsme rationnel. What is self-sacrifice? You say that you do not like the altruism by which we live. You like a certain kind of Ayn Randist selfishness. I would say that I don't like is too weak a word. I consider it evil. And self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others. That is what most people believe today. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself, but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. And nor should he wish to sacrifice himself for the happiness of others. I hold that man should have self-esteem. Dans ses romans, et notamment Atlas Shrugged, La Grève en français, ses héros incarnent toujours le génie du capitalisme que rien ne doit entraver, ni la régulation étatique, ni l'idée pernicieuse d'intérêt général. Il y a une image d'Ayn Rand qui est vraiment intéressante pour saisir le mythe de l'entrepreneur de manière très ramassée. C'est le titre de son ouvrage Atlas Shrugged, qui veut dire Atlas a haussé les épaules. Et en fait, au pied de la tour Rockefeller à New York, vous avez une sculpture d'Atlas portant le monde sur ses épaules. Et en fait, voilà, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte le monde. Et effectivement, dans son roman, elle explique qu'à un moment, il y a la grève de ces élites et le pays s'effondre. Comme si, en fait, quand on se débarrasse de ces élites ou ces élites font défection, comme s'il n'y avait pas possibilité de voir de nouvelles élites émerger, être sécrétées naturellement par le groupe, comme si ces gens-là décidaient véritablement des mouvements de l'histoire, à eux seuls. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fort, effectivement, dans cette pensée libertarienne et aussi dans la pensée conservatrice. Deux camps politiques qui, en fait, ont de fortes incohérences sur ce territoire, sur cet imaginaire même de l'entrepreneur. Ce courant libertarien qui prône une intervention minimale de l'État dans la vie des individus est très fortement implanté dans la Silicon Valley. Et de fait, aussi bien Elon Musk que Steve Jobs et Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, citent souvent les livres d'Ayn Rand. The thing that's so admirable about Ayn Rand is the way in which it was
it was just the individual against the collective. The individual is right. The fact that everybody believed in something doesn't make it right. It's a question of truth, a question of reason, a question of individualism that always dominates. Ayn Rand est donc vraiment celle qui a façonné cet imaginaire héroïque sur le plan littéraire, mais sur le plan de la pensée économique, c'est l'austro-américain Joseph Schumpeter qui a théorisé la fonction de l'entrepreneur comme celui qui vient bousculer le capitalisme à travers le processus de destruction créatrice. L'entrepreneur est celui qui, par ses innovations, déstabilise la routine du marché, détruit et rend obsolètes les anciens produits et revitalise ainsi l'économie. Or, si on revient à la mise en récit mythologique de cet entrepreneur disruptif, il est toujours défini en opposition avec un autre personnage, le capitaliste. Ce sont deux figures diamétralement opposées, ennemies sur le marché. Le capitaliste, c'est celui qui vient profiter. C'est celui qui est un agioteur, un profiteur, un financier. Quelqu'un qui peut vendre des ordinateurs, des MP3, des saucisses, peu importe. En fait, c'est quelqu'un qui est là pour conquérir, dominer et faire du profit. Et en face, vous avez l'entrepreneur artiste, incarnation typique Steve Jobs. Je ne suis pas là pour faire du profit, je suis là pour faire advenir le beau sur le marché à travers des beaux objets, du beau design, des bonnes conceptions, etc. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Et on est sur vraiment un cadre de référence qui est celui de l'humanisme, le progrès à travers la technologie. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et dès le début, dans le storytelling de Steve Jobs, et encore jusqu'à sa mort, à l'article de la mort, quand en fait il donne ses dernières paroles qui vont être rapportées dans sa biographie par Isaacson, il cite encore Bill Gates comme son némésis, comme son ennemi, comme l'inverse, en fait, le strict opposé de sa personne, expliquant, voilà, c'est quelqu'un qui est mu uniquement par le profit, c'est un capitaliste. Bill est un homme d'affaires. Gagner des parts de marché était plus important pour lui que réaliser des chefs-d'œuvre. L'humanité et l'art ne sont pas inscrits dans les gènes de Microsoft. Et pourquoi ça tiendrait pas, ce jeu de rôle-là? On peut pas distinguer effectivement l'entrepreneur innovant et le capitaliste un peu plus opportuniste qui va juste essayer de gagner de l'argent. Pourquoi ça tient pas? Qu'on soit un entrepreneur mu par l'idée de faire advenir des beaux objets ou par quelque autre motivation noble, ou quelqu'un qui est vraiment intéressé par le profit, la conquête, la domination, au final, on alimente un même système qui est un système capitaliste, en fait, un système qui est basé sur de l'exploitation et l'expropriation. C'est-à-dire, on va capter toute une intelligence qui va circuler dans des écosystèmes, et on va essayer de la capter à son profit et à son avantage, à l'avantage de son entreprise, et au final, c'est une logique qui dépasse ces acteurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'investirait réellement sur les marchés en faisant fi de cette logique ne pourrait pas survivre. Et en fait, il y a cette dichotomie entrepreneur-capitaliste permet en fait de moraliser le système économique. C'est-à-dire que certes, l'économie capitaliste, c'est une économie de prédation, où il y a des profiteurs, des agioteurs, etc. Certes, mais régulièrement, on a le héros entrepreneurial, le justicier, qui arrive pour faire triompher la création destructrice, c'est-à-dire pour révolutionner les marchés. Voilà, un marché qui était endormi, somnolent depuis 10, 20, 30 ans, que se partageait un petit oligopole de quelques profiteurs, etc. Il va venir tout bouleverser, tout réinventer. Et au final, en fait, c'est un opérateur de justice. Le marché réussit à reconquérir sa vertu à travers l'entrepreneur héroïque. Même si ce mythe de l'entrepreneur est profondément, historiquement américain, on retrouve en France cette figure de l'autodidacte disruptif, par exemple sous les traits de Xavier Niel et Free,
qui a chamboulé l'oligopole de SFR, Orange et Bouygues Télécom. Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Alors il arrive que le masque de l'entrepreneur se fissure et que la réalité de la logique capitaliste transparaisse. C'est par exemple ce qui s'est passé pour Steve Jobs en 2010, au moment de l'affaire des suicides d'ouvriers de Foxconn, qui est le principal sous-traitant chinois d'Apple. Depuis le début de l'année, 10 employés de cette usine se sont suicidés. Une usine gigantesque, 300 000 employés fabriquent ici des composants pour des géants de l'électronique. Les conditions de travail sont pointées du doigt. Ce qui est intéressant d'observer à ce moment-là, c'est est-ce que son image en tant qu'entrepreneur va être ternie? Parce que c'est ça. Toute la lutte de l'entrepreneur en tant que storyteller, c'est de se présenter comme entrepreneur, mais éviter d'être disqualifié en tant que capitaliste, selon la dichotomie qu'on a expliquée tout à l'heure. Là, il faut éviter d'être disqualifié. Or, cette disqualification, elle avait déjà touché dans l'histoire de l'entrepreneuriat un autre entrepreneur, fin 19e siècle, qui est Carnegie. Carnegie, ça a été le patron de gauche, humaniste, bienveillant, bonhomme. Il y avait une bonne petite bouille de Père Noël. C'était quelqu'un de très apprécié, qui faisait construire de manière paternaliste comme ça des bibliothèques pour le peuple, etc. Et en fait, c'était aussi un briseur de grève et un briseur de syndicats redoutable qui a véritablement en fait fait massacrer ses ouvriers dans la révolte d'Olmsted qui a marqué l'histoire ouvrière américaine fin 19e siècle. Son image a été écornée. Dans la presse, on l'a ensuite beaucoup moqué, comme celui qui donne une bibliothèque de la main gauche et massacre ses ouvriers de la main droite. Allait-il se passer la même chose pour Steve Jobs? On pouvait se poser la question en 2010, quand c'est arrivé. On se rend compte que, certainement à la faveur de la mondialisation et la dissémination des chaînes de production, il a été relativement épargné, puisque 1 an plus tard, il est mort et on n'en a plus véritablement reparlé. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, on conçoit toujours Steve Jobs comme un créateur qui flotte dans le monde des idées et qui n'a aucun rapport concret avec la production. Ça n'a aucun rapport. Les usines en Chine, la façon dont les smartphones sont conçus, fabriqués, et la façon dont ils ont été designés et pensés, tout ça n'a absolument aucun rapport. Autrement dit, le fait que les usines soient aujourd'hui délocalisées permet d'éloigner les conditions de travail des yeux des consommateurs et de dissocier la sphère de la production en Asie de la sphère du design dans la Silicon Valley. Le mythe de l'entrepreneur semble donc plus que jamais en mesure de résister aux épreuves et de continuer à servir sa fonction idéologique. Au fond, en fait, si on essaie de réfléchir à ce que ça sous-entend, tout ça à un niveau idéologique, on est sur une bataille rhétorique concernant l'origine de la création de valeur. Si je vis dans une société où finalement, il n'y a pas tant des individus, on est beaucoup d'anonymes déterminés par des choses qui nous dépassent, si la création de valeur, c'est intrinsèquement collectif, s'il y a des chaînes d'innovation, s'il y a des écosystèmes beaucoup plus que des individus, alors comment légitimer effectivement la non-redistribution des richesses? Comment légitimer le fait que les richesses qui sont collectivement produites vont se concentrer au sommet de la pyramide et de manière de plus en plus flagrante, de plus en plus importante? Comment légitimer aussi tout ce qui est lutte antisyndicale, la résistance qu'opposent certains entrepreneurs au fait qu'il y ait de la syndicalisation dans leurs entreprises? Parce qu'effectivement, si on est dans la rhétorique et dans le mythe de l'entrepreneur, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une vision, je vois plus loin, je comprends là où les autres ne comprennent pas, donc je ne peux pas me retrouver empêché dans ma liberté d'entreprendre par des syndicalistes qui ne comprennent rien. Puisque c'est moi, c'est mon bateau, et c'est moi qui tiens le gouvernail, en fait. La figure médiatique de l'entrepreneur persévérant qui fait progresser la nation et l'humanité est apparue il y a 150 ans. Elle a ressurgi plus récemment dans le domaine de la tech, autour des pionniers passionnés et visionnaires de la Silicon Valley qui changent le monde grâce à leurs innovations. Pour Anthony Galuzzo, cette mythification de l'entrepreneur audacieux que l'on distinguerait de l'homme d'affaires capitaliste sert avant tout une fonction idéologique, celle de moraliser et légitimer le système économique. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!